Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici les trois principaux titres de l'actualité de ce jeudi. Le président guinéen était hier en visite au Mali, à la veille d'un sommet très important de la CEDEAO qui a eu lieu aujourd'hui à New York. La situation est plus que tendue puisque la CEDEAO risque de mettre en place des sanctions très lourdes à l'encontre du Mali et de la Guinée. Le président américain s'est inquiété des propos dangereux du Kremlin après que Vladimir Poutine a menacé d'avoir recours à toutes les armes pour protéger son pays. À l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU, Joe Biden a accusé Moscou de proférer des menaces irresponsables. Et puis enfin, nous irons en Afrique où vous verrez que les voitures d'occasion sont un gros business. Le problème, c'est que ces véhicules, souvent très anciens, sont aussi très polluants. Je vous le disais dans les titres, le chef de la junte guinéenne Mamadi Doumbouya s'est rendu mercredi au Mali pour une visite d'amitié et de travail. À la veille de la fête de l'indépendance de ce voisin également dirigé par des militaires. À la veille aussi d'un important sommet de la CEDEAO à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU qui a lieu aujourd'hui. Le Mali à deux reprises et la Guinée font partie avec le Burkina Faso des pays de la CEDEAO où les militaires se sont emparés du pouvoir au cours des 2 dernières années. Mathieu Nicolas. Accolade chaleureuse entre deux frères d'armes. Invité par son homologue malien, Mamadi Doumbouya, le numéro 1 de la Guinée, est accueilli en grande pompe sur le tarmac de l'aéroport Modibo Keïta. Le chef de la junte guinéenne est arrivé mercredi au Mali à la veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Mali. Occasion pour les deux hommes d'afficher une entente cordiale, symbole du lien solide entre le Mali et la Guinée. Je suis à Bamako à côté de mon frère, le président Assimi, pour bien sûr fêter l'indépendance du Mali et accompagner le peuple malien, qui est un peuple frère. Et nous savons bien sûr la Guinée et le Mali, qu'on le dise, c'est un poumon ou deux même dans un même corps. Donc pour moi, il est important d'être à Bamako pour fêter l'indépendance du Mali avec mes frères maliens. C'est le premier déplacement du colonel Mamadi Doumbouya hors des frontières de son pays depuis sa prise de pouvoir par la force en septembre 2021. La Guinée a été le seul pays membre de la CEDEAO à ne pas avoir fermé ses frontières avec le Mali alors que le pays était sous sanctions. Sur les antennes de Télé-Sud, le porte-parole du gouvernement guinéen salue l'invitation du pays frère. La Guinée a ouvert les frontières, son port, son aéroport, pour permettre aux Maliens de ne pas être enfermés dans leur territoire. Parce que ça, c'était une punition collective qu'on a infligée aux populations maliennes. Et nous n'étions pas d'accord et nous n'avons pas accepté cela. Je pense que c'est un juste retour de choses. Si le président malien estime que son homologue de la Guinée peut être son hôte pour célébrer l'indépendance et rappeler les liens historiques entre les pays, c'est une très bonne chose. Alors que la Guinée et le Mali affichent au grand jour leur entente, les deux pays sont à nouveau dans le collimateur de la CEDEAO. Le Mali pour l'affaire des 46 soldats ivoiriens retenus et la Guinée dont la proposition de 36 mois pour la durée de transition est jugée inacceptable par les chefs de l'organisation sous-régionale qui tiennent ce jeudi un sommet extraordinaire en marge de l'Assemblée des Nations Unies à New York. Et c'est un sommet de la CEDEAO très attendu qui se tient aujourd'hui en fin de journée à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Convoqué à l'initiative de la présidence bissau-guinéenne, il sera essentiellement consacré aux situations en Guinée et au Mali, source de tensions entre l'organisation régionale et les deux capitales. On fait le point avec Emeric Toweng. C'est en fin d'après-midi à New York que les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest se réunissent pour le sommet extraordinaire tant attendu de la CEDEAO. Ce sommet à l'initiative du nouveau président en exercice de l'instance sous-régionale, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, se penchera sur le délai de la transition en Guinée et au Mali. C'est le premier sommet qu'on va faire depuis que j'ai pris la fonction de président d'exercice de conférence de chefs d'État et de gouvernement.
pour réexaminer la situation de notre sous-région, notamment la situation de la Guinée et celle du Mali. Parce qu'on n'a pas un grand enjeu avec Burkina Faso. Les choses se passent très bien en Burkina Faso, ils respectent les feuilles de route, les calendriers stipulés. Les deux pays ont basculé dans une crise politique après des coups d'État qui ont conduit des militaires au pouvoir. Plusieurs sommets de la CEDEAO avaient été organisés pour inciter les colonels putschistes maliens et guinéens à amorcer dans un délai raisonnable le retour au pouvoir des civils. Fin juillet, le président de la CEDEAO avait assuré avoir convaincu la junte guinéenne, arrivée au pouvoir en septembre 2021, de réduire la période de transition à 2 ans. L'information n'a jamais été confirmée par Conakry, qui continue jusqu'ici de parler de 36 mois. L'autre sujet qui cristallisera les débats au cours de ce sommet extraordinaire en marge de l'Assemblée générale de l'ONU est le sort des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Le président de la Côte d'Ivoire, mercredi, dans son intervention à la tribune des Nations Unies, a une fois de plus exigé la libération de ces militaires qualifiés de mercenaires par les autorités maliennes. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024. Pendant qu'un sommet se tient à New York pour décider de probables sanctions contre le Mali et la Guinée, les chefs de la junte des deux pays se montrent solidaires. La Guinée avait maintenu ses frontières ouvertes quand la CEDEAO avait infligé un sévère embargo commercial et financier au Mali en janvier pour sanctionner le projet de la junte de rester au pouvoir jusqu'à 5 ans supplémentaires. Les deux chefs d'État sont ensemble à Bamako ce jeudi pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance du Mali. Le président ivoirien Alassane Ouattara est intervenu ce mercredi à la tribune de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le président ivoirien a appelé à nouveau à la libération sans délai des 46 militaires ivoiriens retenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Le chef de l'État ivoirien a également invité les autorités de Bamako à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et faire les diligences nécessaires en vue de la fin de la transition prévue en juillet 2024. Il a aussi rappelé l'impact de la guerre en Ukraine sur l'Afrique. Écoutez-le. Cette guerre a de sérieuses conséquences économiques, financières et sociales sur les pays africains. En effet, la hausse du prix du pétrole et les difficultés d'approvisionnement des marchés en céréales et en engrais ont entraîné une inflation généralisée. Ce conflit se traduit par une difficulté à financer leurs économies et une augmentation des prix des produits de première nécessité et même des cas de famine en raison de leur dépendance aux céréales et aux engrais en provenance d'Ukraine et de Russie. Avant Alassane Ouattara, et c'était hier, le chef de l'État gabonais a pris la parole également. Dans son propos très dense, Ali Bongo a évoqué notamment l'urgence climatique, la place de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité, la guerre en Ukraine, mais aussi l'éducation, la santé et l'inflation. Écoutez-le lors de son appel à la solidarité. L'émergence de nouveaux pôles d'influence entraîne une cristallisation et commande que nous privilégions un dialogue permanent en vue d'un consensus global plutôt qu'un rapport de force dans l'approche des questions antagonistes au sein du système multilatéral. Face aux rivalités entre puissances et aux défis multiformes qui nous concernent tous, il serait dangereusement naïf de continuer à miser sur des rapports de force ou des positions unilatérales. L'interdépendance des enjeux globaux et l'interconnexion des économies nationales nous exigent de dialoguer afin de répondre de manière appropriée et surtout collective aux menaces
les plus graves à la paix et à la sécurité internationale. Le président américain s'est inquiété des propos dangereux du Kremlin après que Vladimir Poutine a menacé d'avoir recours à l'arme nucléaire. À l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU, il a accusé Moscou de proférer des menaces irresponsables, des menaces qui ont fait réagir le monde entier, comme vous allez le voir avec Mathieu Nicolas. Mercredi soir, Joe Biden n'y est pas allé de main morte au moment de parler de son homologue russe, Vladimir Poutine. À la tribune de l'ONU, le président américain a concentré ses coups sur la Russie, quelques heures après l'annonce par le président Poutine d'une mobilisation de 300 000 soldats russes et la menace d'utiliser toutes les armes pour protéger son pays. Biden fustige et accuse la Russie d'avoir violé de manière éhontée les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies. Cette guerre vise à anéantir le droit de l'Ukraine à exister en tant qu'État, tout simplement, et le droit de l'Ukraine à exister en tant que peuple. Où que vous soyez, où que vous viviez, quelles que soient vos convictions, cela ne devrait pas. Cela devrait suffire à nous faire frissonner. La Russie était sous le feu des critiques lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Dans un message diffusé, Volodymyr Zelensky a lancé une virulente diatribe contre la Russie pour son agression contre l'Ukraine. Le chef d'État ukrainien a aussi exigé un juste châtiment contre la Russie. Il appelle à la mise en place d'un tribunal spécial. Un crime a été commis contre l'Ukraine et nous exigeons un juste châtiment. Le crime a été commis contre les frontières de notre État. Le crime a été commis contre la vie de notre peuple. Le crime a été commis contre la dignité de nos femmes et de nos hommes. Le crime a été commis contre les valeurs qui font de vous et moi une communauté des Nations Unies. Et l'Ukraine exige un châtiment pour avoir tenté de voler notre territoire. En plus de réclamer la mise en place d'un fonds de compensation pour les victimes, le leader ukrainien, se disant prêt pour la paix, a aussi appelé l'ONU à priver la Russie de son droit de veto au Conseil de sécurité. Niveau sanctions, l'Union européenne a fait savoir qu'elle ne chôme pas. À l'issue d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères à New York, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a indiqué que l'organisation onusienne examinait de nouvelles sanctions contre Moscou. L'Ukraine et la Russie ont procédé à un échange de prisonniers militaires. Plus de 200 combattants ukrainiens, dont les héros de l'Aciérie d'Azovstal à Mariupol, mais aussi des prisonniers de guerre étrangers. Cet échange de prisonniers est le plus important depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Il concerne plusieurs centaines de prisonniers de part et d'autre, des soldats ukrainiens considérés comme des héros, des hauts gradés russes, ainsi qu'une dizaine d'étrangers qui combattaient aux côtés des Ukrainiens. Écoutez. Aujourd'hui, nous avons 215 bonnes nouvelles. C'est une victoire absolue pour notre pays tout entier, pour notre société tout entière, et surtout pour 215 familles qui vont pouvoir retrouver leurs proches en toute sécurité. Au total, 108 combattants d'Azov, 188 combattants d'Azovstal et de Mariupol. 8 ont été blessés lors de l'attaque terroriste russe à Olenivka. Au total, 215 héros. En plus des 200 soldats, nous avons ramené 5 commandants de combat pour lesquels nous avons dû nous battre le plus longtemps et le plus durement. Ils étaient menacés par le pire, 5 super-héros. Ils ont été échangés contre 55 personnes qui ne méritent ni pitié, ni sympathie, ni aucun mot. Ceux qui ont combattu l'Ukraine et ceux qui ont trahi l'Ukraine. Actualité en France maintenant, où le parc éolien de Saint-Nazaire, où s'est rendu Emmanuel Macron ce jeudi, est le tout premier champ offshore à entrer en service au large des côtes françaises, en attendant peut-être la quarantaine d'autres envisagées par l'État. Sur ces images, vous allez découvrir à quoi ressemble le parc éolien français, appelé à croître dans les années à venir. Écoutez un spécialiste. Au large de Saint-Nazaire, le président Emmanuel Macron a inauguré ce jeudi le tout premier parc éolien en mer des côtes françaises. Par ce projet et dans un contexte d'approvisionnement électrique tendu lié à la guerre en Ukraine, le chef de l'État entend renforcer la souveraineté énergétique du pays.
et réduire le retard de la France par rapport à ses voisins au sujet des énergies renouvelables. Cette première installation Made in France est un accomplissement pour tous ceux qui ont participé au projet. Ce que ça m'inspire, c'est que c'est la délivrance. Il y a plus de 10 ans qu'on travaille au développement de l'éolien offshore en France. On a surmonté des tas d'obstacles, notamment des procédures administratives qui sont très lourdes. Aujourd'hui, il faut en moyenne 10 ans pour qu'un site offshore entre en service en France, contre 5 ans en Allemagne et 6 au Royaume-Uni. Au cours de sa visite sur le chantier, Emmanuel Macron s'est montré déterminé à garder un cap réformateur et à faire avancer le processus à travers un projet de loi d'accélération des énergies renouvelables qui sera présenté lundi en Conseil des ministres. 3 ans pour un projet photovoltaïque, c'est un bon objectif. Pour les petits projets, on doit même faire plus rapide. Et donc pour cela, il y a une loi qui va arriver, mais aussi une mobilisation de l'administration. J'ai évoqué ce sujet devant nos préfets il y a quelques jours à l'Élysée, qui est clé. Et je veux à cet égard qu'on aille 2 fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Au moins 2 fois plus vite. Ce tout premier parc d'éolien offshore entrera complètement en service d'ici la fin de l'année. Il affichera alors une puissance de 480 MW et sera capable d'alimenter plus de 700 000 personnes. Le président a pour objectif la construction d'une 50aine de parcs d'éolien en mer d'ici 2050. Partons aux Antilles, en Guadeloupe, où le ministre des Outre-mer s'est rendu sur place pour voir comment faire face aux dégâts de la tempête Fiona. 4 jours après le passage de cette tempête qui a fait de nombreux dégâts et tué une personne, le ministre a promis un arrêté de catastrophe naturelle avant samedi et une aide d'urgence, entre autres, pour potabiliser l'eau des rivières, car de nombreux habitants et des structures sont encore privés d'eau. Et il faudra encore plusieurs semaines avant un retour à la normale. Écoutez le ministre. Dont je prends conscience, c'est comment ça touche les gens individuellement. C'est facile de vous dire, il y avait 1,2 mètre dans la rue, d'accord, ça a bousculé les bagnoles, ça c'est une chose. Et puis d'entendre, non pas la détresse, mais ce qu'ils ont vécu en vrai, ce qu'ils ont vécu en vrai un certain nombre de gens, ça c'est important. Et puis je viens aussi pour leur dire ce qui vous arrive. Place maintenant au reste de l'actualité internationale, commentée aujourd'hui par Adiatan Goiba. En Iran, un nouveau bilan fait état d'au moins 31 personnes tuées après 6 jours de manifestations contre la police des mœurs. Des manifestations liées au décès d'une jeune Iranienne de 22 ans après son arrestation. Elle avait été arrêtée à Téhéran pour port de vêtements inappropriés. Mercredi soir, de nouvelles manifestations ont encore éclaté dans plusieurs villes du pays. Depuis l'annonce de la mort de Mahsa Amini, les protestations ne font que se succéder. Les responsables iraniens ont nié toute implication des forces de sécurité dans la mort des manifestants. Au Royaume-Uni, le nombre de migrants ayant traversé illégalement la Manche a dépassé jeudi la barre des 30 000. L'annonce a été faite par le ministère britannique de la Défense. Selon les ministères, 667 personnes ont effectué mercredi la traversée clandestine à bord de 15 embarcations. Ce nouveau bilan indiqué est plus élevé que le total des traversées effectuées en 2021 qui s'élève à 28 526. Depuis 2018, ces traversées se sont multipliées en raison du verrouillage croissant du port français des Cala et du tunnel sous la Manche. Au Nigeria, la nouvelle année scolaire a commencé ce mois de septembre. Néanmoins, plus de 600 écoles sont toujours fermées en raison d'une vague d'enlèvements contre rançon par des bandits armés. L'annonce a été faite par les autorités du pays. Selon l'Agence des Nations Unies, 20 attaques ont eu lieu contre des écoles au Nigeria cette année. Plus de 1400 élèves ont été enlevés et 16 tués. Au Nigeria, le taux d'enfants non scolarisés est l'un des plus élevés au monde. Allons à présent au Cameroun à la découverte d'un thé traditionnel, Médim Maison, qui veut dire eau d'aubergine. Eh bien, c'est un thé sauvage d'origine de la région du Sud. Il est devenu très répandu pour ses vertus thérapeutiques. Et la sociologue Nicèse Ngon est la première jeune camerounaise à se lancer dans sa production semi-industrielle. Aujourd'hui, le produit est vendu dans plusieurs supermarchés et certaines pharmacies aussi. Nos reporters Chimène Baleba, Pierre Parfait Ndongo et Cyril Nguijoy sont allés à sa rencontre. Il ne s'agit pas d'un thé vert, mais d'un thé à base d'aubergine sauvage, d'où le nom Médim Maison en langue béti.
Le fruit est très réputé dans les zones forestières, plus précisément dans la région du Sud Cameroun. Nikez est natif de cette région et s'est très vite familiarisé avec cette boisson, autrefois consommée comme un apéritif. La jeune entrepreneur s'est inspirée de ses études en population et développement pour lancer la production semi-industrielle de ce thé made in Cameroun. L'espérance de vie est complètement diminuée actuellement, concrètement aux gens du village qui ne vont pas beaucoup dans les hôpitaux. Donc après cette observation, je consulte les laboratoires, les médecins et puis je parviens à créer ce que vous voyez là, le domaine des maisons. Elle le fait avec la plus grande attention. Les aubergines sont triées, lavées, puis conditionnées à une température normale durant 13 heures. À la fin, l'on obtient cette infusion qui, au goûter, a tout de suite un effet revitalisant. Ça me booste à l'immédiat le corps. Je ressens aussi que j'ai une nouvelle énergie en moi. C'est un produit qui nettoie complètement le sang. Nos parents le prenaient, ils n'avaient pas de problème de tension, ils n'avaient pas de problème de diabète, ils n'avaient pas de problème de kystes ou de fibromes, des choses comme ça. Fabriqué de façon artisanale, le thé traditionnel conserve ainsi toutes ses propriétés énergétiques et grâce à ses vertus médicinales, 500 à 1000 paquets sont écoulés par mois dans certaines pharmacies et supermarchés. Le produit est déjà commercialisé en France, en Angleterre et aux États-Unis. Cependant, l'entrepreneur redoute que sa production ne réponde pas à l'offre. L'occasion pour moi d'interpeller le gouvernement que voilà, j'ai commencé. Je me suis battue, j'ai même protégé à l'OAPI. Je vise le marché international, mais comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir si je n'ai pas de machine, si ma production n'est pas efficace? Vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas d'argent. C'est difficile pour nous d'avoir certaines autorisations également. Si cette industrie prend du volume, elle pourrait générer des milliers d'emplois et contribuer également à l'autonomisation des femmes en zone rurale. Les voitures polluent le continent africain et vous allez voir qu'au Bénin, comme dans une grande partie de l'Afrique, les voitures d'occasion sont un gros business. Plus d'un quart des automobiles d'occasion exportées entre 2015 et 2020, soit 5,6 millions de véhicules, ont fini sur le continent africain. Mais le problème, c'est que ces anciens modèles sont souvent très polluants. Valentine Exantus. 4x4, pick-up, SUV, difficile à remarquer à l'œil nu, mais ce parterre de véhicules a une particularité. Ici, on ne retrouve que des véhicules d'occasion, anciens et polluants. À Cotonou, la capitale économique du Bénin, ce modèle de parc automobile s'étend sur des kilomètres. Accessible à partir d'un tarif avoisinant les 1,5 million de francs CFA, soit 2300 €, les voitures d'occasion trouvent généralement leurs clients. Moi, je n'ai pas l'argent pour payer le véhicule des maisons neuves. Le véhicule que je conduis, c'est un véhicule d'occasion. Et quand je démarre, si tu n'es pas touché même le véhicule, tu ne sais même pas que ça marche. Donc le véhicule d'occasion est toujours propre. En provenance d'Europe, d'Amérique ou des pays arabes, ce marché d'automobiles d'occasion est une aubaine pour les acheteurs, mais une catastrophe pour l'écologie. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement publié en 2021, la plupart de ces véhicules exportés dans les pays en développement sont vieux, polluants, énergivores et mettent en péril les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. Pour ceux qui se préoccupent de ces enjeux, il est impératif d'attirer l'attention des principaux concernés. Alors aujourd'hui, la solution, c'est de descendre dans les garages, de sensibiliser les garagistes, de leur dire souvent quand les clients viennent, d'acheter les pièces de rechange de qualité, les huiles de vidange de qualité. Ceux qui ont les moyens de s'acheter les voitures électriques, mais on n'est pas nombreux à avoir les moyens pour pouvoir s'acheter ces véhicules électriques ou encore ces voitures neuves vendues par les concessionnaires. Donc c'est la sensibilisation pour qu'on puisse au moins réduire cette pollution déjà créée à forte dose par ces véhicules venant de l'Europe et de l'Amérique. Avec plus d'un quart des véhicules exportés entre 2015 et 2020, l'Afrique est la principale destination des véhicules d'occasion. Et le Bénin fait partie des 5 plus gros importateurs de véhicules d'occasion sur le continent. Mais pour lutter contre les défis environnementaux, la CEDEAO a adopté en 2020 une directive visant à introduire des carburants et des véhicules plus propres sur le marché. Mais réguler cet important secteur de l'économie béninoise, en outre grand pourvoyeur d'emplois, n'est pas facile.
Le champion de tennis Roger Federer disputera demain le dernier match de sa carrière lors d'un double. Ce sera dans le cadre de la Laver Cup à Londres, un double lors duquel le Suisse sera associé à son grand rival, Rafael Nadal. Vainqueur de 20 titres en Grand Chelem, Roger Federer jouera contre les Américains Jack Sock et Franz Tiafoe en soirée avant de mettre un terme à sa prestigieuse carrière. À 41 ans, Federer et Nadal ont écrit en 40 affrontements, 24 victoires à 16 pour l'Espagnol, dont certains légendaires. On peut dire que c'était le feuilleton le plus passionnant de l'histoire du tennis. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur Télé Sud et à demain pour de nouvelles informations.